On va jaser IndyCar au cours des prochaines minutes. Notre collaborateur Cédric Blondin se joint à nous à la suite de ce programme double en fin de semaine au Texas. Salut Cédric, comment ça va? Salut Anthony, ça va super bien toi, merci. Yes. Bon, on complète donc, si on peut l'appeler comme ça, le mois d'avril en IndyCar. Quand même un mois très chargé. Troisième week-end d'action consécutif. Et là, on présentait un programme double en fin de semaine. Deux épreuves du côté du Texas. Et si on commence par le programme de samedi soir, eh bien, on l'attendait. C'est officiel. Première victoire de la saison de Scott Dixon. Il y en aura probablement d'autres aussi, tellement il domine la compétition, le champion en titre, depuis plusieurs années déjà. Oui, déjà sa cinquième victoire en carrière au Texas Motor Speedway. Là, c'est un terrain favorable au Chip Ganassi. Là. C'est une piste où ils ont énormément de succès depuis des années. 51e victoire en carrière pour lui, 19e saison consécutive avec au moins une victoire. C'est complètement impressionnant. Ça ne sera probablement pas égalé, ce record-là. Quand même une grosse domination de 206 tours menés sur 212. Là. Il a pris la pole de la course là, au troisième tour en devançant son coéquipier Alex Palou, qui avait remporté la course à Barber en début de saison. Sinon, c'était une course quand même assez endormante, on peut dire. Là. Au niveau, il n'y a pas beaucoup d'action au Texas. Quand c'est dominé comme ça par Scott Dixon, comme qu'il sait le faire, c'est un maître sur les circuits ovales. Et il l'a encore prouvé là, dans la course de samedi. Et je l'avais dit là, dans la dernière émission qu'il serait probablement à surveiller, qu'il allait probablement signer une victoire au Texas. Et c'est fait ce week-end. Il est passé bien proche, même dimanche, de gagner une deuxième course de suite. Puis il est même rendu à plus de 1000 tours menés en carrière au Texas Motor Speedway. Wow. C'est assez impressionnant, merci. Il reste de moins en moins de circuits ovales dans l'IndyCar comparativement au début des années 90 où la majorité des épreuves étaient disputées sur des ovales. Et là, ben, rendu où on est, c'est vraiment la sécurité qui prend toute la place et je comprends ça. De l'autre, j'ai l'impression que la compétition est un petit peu moins féroce en piste parce que là, en plus, on a un nouveau règlement au Texas qui force les pilotes à rouler à l'intérieur. Très peu de bagarres en virage. Il faut que tu nous expliques un petit peu ce qu'on a ajouté sur le circuit pour forcer les pilotes à rouler à l'intérieur. Ça s'appelle le PJ1. C'est un composite de traction qu'ils mettent pour le NASCAR, qu'ils mettent au niveau du tournant numéro 1 et 2 et du 3 et 4. On le voit, là, la partie qui est plus foncée sur la piste. Ils font ça pour pouvoir créer deux lignes au niveau de la série NASCAR. Mais malheureusement, en IndyCar, si tu t'en vas là-dedans, il y a zéro traction. C'est comme si tu es sur la glace. Donc, peu importe, tu ralentis. Qu'est-ce que tu fais? Ça va glisser, tu vas te ramasser probablement dans le mur. Il n'y a absolument rien que tu peux faire. Donc, ça empêche les pilotes d'y aller deux de large dans les virages. C'est certain qu'au niveau de la sécurité, c'est un plus, mais au niveau du spectacle, c'est un gros moins. Puis honnêtement, là, c'est certain que les pilotes d'IndyCar, on le voit, là, ils hésitent bien gros à y Ouais. aller. Là, quand on le voit à la reprise, là, ils doivent se coller sur la ligne blanche intérieure. Mais comme je dis, les pilotes IndyCar, oui, sont téméraires, mais sont quand même assez respectueux entre les uns et les autres. Donc, moi, je ne pense pas que c'est une nécessité là, d'avoir ça parce que les gens se respectent quand même au niveau de là, puis ça évite les gros accidents, même si ça peut arriver en course Ouais. tout le temps. C'est inévitable, c'est certain, quand tu roules au-delà de 220 000 à l'heure là, dans les virages sur les circuits ovales. Mais pour revenir à ton premier point, Anthony, l'IndyCar est en train d'évaluer à pouvoir rajouter des circuits ovales là, pour l'an prochain, possiblement, parce qu'il y avait l'Iowa Speedway qui était au Ouais. calendrier depuis quelques années. Malheureusement, problème financier a dû être retiré du calendrier. Là, on voit justement le Hinchcliffe qui se ramasse dans le composite. Il avait déjà perdu le contrôle, mais là, à partir de ce temps-là, il s'est ramassé directement dans le mur. Oui, c'est pas, évidemment, c'est pas ce qu'on aime voir, évidemment. Les accidents, on en parle de James Hinchcliffe, le Canadien, qui connaît un début de saison quand même très difficile. Écoute, c'est Hinchcliffe, là, c'est pas compliqué. C'est 17e à Barber, 19e à Saint-Pétersbourg, 21e à la première course au Texas, c'est 19e dimanche dans la deuxième course.
C'était un des premiers à sortir de la course dans l'épreuve de dimanche. Ce n'est pas des six pilotes qui ont été exclus là, au premier tour là, au niveau de l'accident. Ben, il aurait probablement fini 23e ou 24e. Donc, c'est assez difficile, mais c'est sa première saison complète depuis 2019. Mais quand je regardais ça, je me demande si c'est Hinchcliffe le problème ou si Andretti Autosport. C'est un début de saison catastrophique pour l'écurie de Michael Andretti. Il y a seulement Colton Herta qui a signé une victoire. Il est 7e au championnat en ce moment. Il y a Jack Harvey qui connaît un bon début de saison qui se retrouve 10e en ce moment, mais lui, il est en alliance. Il pilote pour Meyer Shank Racing. Sinon, Rossi est 15e, Huntery 17e et Hinchcliffe qui est 19e au classement. Donc, je me demande bien gros si c'est surtout Hinchcliffe là, qui a des problèmes de pilotage, mais ça a l'air beaucoup plus gros et c'est Andretti là, qui va devoir se replacer, là, cette écurie-là, parce qu'on sait qu'ils sont toujours très rapides à Indianapolis et là, on s'en va là au cours du mois de mai. Circuit routier d'abord et ensuite les 500 000 à la fin du mois de mai. Ce qui nous amène donc à l'épreuve d'hier, le volet numéro 2 du programme double. C'est Pato O'Ward qui est venu remporter la victoire, mais c'est surtout l'accident de début de course qui a retenu l'attention et qui a vu une voiture se soulever dans les airs et retomber à l'envers sur le circuit. Des images qui nous ont donné froid dans le dos. Ah, c'est certain. Puis ça arrive quand même souvent là, au début d'une épreuve là, parce que tu y vas 2 de large, c'est le meneur qui dit que le ton, on le sait, dans une relance ou dans un début d'épreuve, ça prend juste que tout le monde, il y a quelqu'un qui essaie d'y aller comme on peut dire, de voler le départ dans un sens, puis finalement, ça ne part pas. Là, on voit Pietro Fittipaldi qui tourne dans la voiture de Bourdais, qui renverse ensuite Rossi, ça collecte d'autres pilotes. On voit Connor Daly qui essaie de passer entre Ed Jones et Dalton Kellett, le Canadien. Il n'y avait plus d'espace. Il a essayé d'imiter l'autre pilote qu'il avait fait auparavant, c'était Hinchcliffe, justement. Et là, il s'est ramassé face contre terre. Bien heureusement, je devrais dire, sans de dommages au niveau de Connor Daly. Il était en forme après la course. C'est certain que il se sentait quand même assez spécial. Là. C'est la première fois qu'il vivait un accident de la sorte là, en IndyCar. Mais, comme on dit souvent, là, c'est dangereux de ce côté-là sur les circuits en on en voit de plus en plus. Puis avec ça, là, avec le Aero Screen qui est placé maintenant, là, c'est tellement une bonne chose parce que ça évite des incidents malheureux. On dirait que ça permet aux pilotes d'être un petit peu plus téméraires sans avoir la peur ou je ne sais pas comment le dire, là, mais c'est vraiment c'est important tout ça. C'est un gros ajout. Là, on l'a vu même en Formule 1. On en a assez parlé là, du Euro Screen. Oui, et bonne nouvelle, donc il s'en est sorti sans trop de problèmes. Parle-moi de Pato O'Ward, c'est lui qui va chercher la victoire. Il fait partie de la filière McLaren, lui. Et Zach Brown chez McLaren F1 a les yeux sur lui déjà. Intéressant de le voir remporter une victoire aussi rapidement cette saison. Moi, un seul mot que je peux dire, c'est enfin pour Pato O'Ward. Extrêmement talentueux, le Mexicain. Passé proche, 5 podiums en carrière, dont celui de samedi soir. Quand même, il est passé très proche à plusieurs occasions depuis le début. Je l'avais dit au début de la saison, là, quand on s'était parlé que les McLaren allaient être à surveiller, dont Pato O'Ward, qui ont maintenant l'affiliation avec McLaren. Et il y a beaucoup de culot, si je peux dire, le Pato O'Ward. Extrêmement talentueux, mais il n'a pas peur. Il est toujours bien placé. Hier, là, quand il a fait son dépassement au 225e tour, son stratégiste Taylor Kyle lui disait sauve de l'essence, sois patient, il reste 20 tours, tu vas être capable d'aller chercher. Pato O'Ward, lui, il s'est dit oh non, moi j'y vais. Il a trouvé l'espace au bon moment avec 24 tours à faire pour dépasser Joseph Newgarden au bout de la ligne droite arrière. Il avait essayé, là, pendant qu'on voit justement ce dépassement-là, il a essayé au passage du 24e par l'extérieur, mais à cause du PJ1, il a décidé de revenir en arrière. Là, il s'est tout de suite installé derrière dans l'aspiration et il est allé à l'intérieur de Joseph Newgarden, qui est un double champion, un des très bons pilotes de la série. De voir un jeune de 21 ans qui va chercher cette première victoire-là à une 26e course en carrière seulement, c'est très impressionnant. Puis il va être à surveiller. Là. Il va avoir un test, comme tu l'as dit, avec
avec McLaren à Abu Dhabi après la saison. C'était une promesse que Zach Brown lui avait fait lorsqu'il était présent à Barber en entrée de saison d'IndyCar. Il était là, le président de McLaren. Il avait dit, si tu vas chercher une victoire cette année, tu auras la chance de tester une McLaren après la dernière course de la saison de Formule 1 à Abu Dhabi, comme c'est souvent le cas pour les jeunes pilotes que les écuries invitent après la course là-bas à Abu Dhabi. Et Cédric, avant justement d'enregistrer notre intervention aujourd'hui, on apprenait dans les dernières minutes le décès d'une légende de l'IndyCar, de la course automobile aux États-Unis, Bobby Unser, qui est décédé au cours des dernières heures. Oui, c'est une triste nouvelle. La famille Unser, là, qui est quand même assez connue au niveau de la course automobile. Bobby est décédé à l'âge de 87 ans hier à sa maison. On dit qu'il est décédé de causes naturelles, donc rien qui serait arrivé à des causes autres. Donc, c'est quand même une triste nouvelle. C'est un triple champion des 500 000 d'Indianapolis. Il l'a emporté en 1968, 1975 et 1981. Et aussi, un fait notable, là, c'est que son frère, Al Unser, c'est le seul à avoir remporté 4 fois l'épreuve des 500 000 d'Indianapolis à 70, 71, 78 et 87. Et bien là, il y a plusieurs pilotes qui sont à 3 pilotes. Ça va être à 3 victoires, pardon, ça va être à surveiller s'ils vont être capables d'aller égaliser Al Unser. Et quand même une famille très connue, comme je le disais, Al Unser Jr., le fils d'Al Unser, quand même 2 victoires à Indianapolis en 92 et 94. Donc, c'est une triste nouvelle. Ça a pas mal jasé là, depuis que ça a été annoncé. Ouais. Moi, c'est certain que je n'ai pas connu Bobby Unser au niveau de. J'étais un petit peu plus vieux, on le sait, un petit peu plus jeune, pardon, mais c'est triste. Puis on va pouvoir regarder tout ça, mais c'est ça, en 2021, souvent, il y a les classiques, les vétérans là, des courses, souvent, ils arrivent à un âge, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé avec Bobby Unser à 87 ans, décédé à son domicile. Donc, c'est la vie. C'est la vie. Hein? Il y a la vie, il y a la mort par la suite. Alors, salutations à Bobby Unser qui a quitté cette terre à 87 ans. On n'a qu'à consulter son tableau de chasse pour se rendre compte qu'il a connu beaucoup de succès, notamment dans l'organisation USAC, où il a remporté beaucoup de victoires sur l'asphalte. Donc, c'est ça. Sympathie pour la famille Unser. C'est comme ça qu'on va compléter notre chronique, mon cher Cédric, direction Indianapolis pour le cirque de l'IndyCar pour le prochain mois. Il y aura d'abord le circuit routier et puis par la suite les 500 000 d'Indianapolis. Mais il y a toujours le week-end de qualification aussi. Donc, beaucoup d'actions à prévoir là, à Indianapolis au mois de mai. Ah, ça me manque tellement, Anthony. Là, je regarde ça. Là, moi, j'ai passé le mois de mai en 2018 et en 2019 là, pour le Grand Prix et pour les qualifications, l'Indianapolis 500, et ça me manque énormément. Là, c'est impressionnant comment que la ville est course automobile et c'est juste ça à Indianapolis, plus précisément à Speedway. C'est ça, comme tu as dit, la course sur circuit routier qui aura lieu le samedi, le 15 mai prochain. Ça va être à surveiller là, qui va aller chercher la victoire parce que depuis 2014, il y a un seul pilote qui a battu les Penske sur ce circuit-là. C'est Scott Dixon la saison dernière. Power, Pagenaud et Newgarden ont signé la victoire sur le circuit routier là, depuis 2014, 4 fois pour Will Power, qui est un maître sur circuit routier. Et bien sûr, le 500 000 d'Indianapolis qui vont avoir lieu, c'est le 30 mai, la traditionnelle fin de semaine du jour du souvenir aux États-Unis. C'est la 105e édition de la course. Qui va remporter cette course? Moi, c'est un peu tôt de faire des prédictions, mais il va falloir absolument surveiller Scott Dixon. Il était extrêmement rapide la saison dernière, malgré que c'est Takuma Sato qui avait remporté sa 2e épreuve à Indianapolis. Donc, ça va être à surveiller. On va avoir la chance de s'en jaser probablement avant la 105e édition qui aura lieu le dimanche 30 mai, comme je disais. Et ça sera très intéressant à suivre. Comme tu dis, les qualifications, le traditionnel Bump Day qui aura lieu le samedi, bien sûr, pour les 2 dernières lignes de départ, parce qu'il y a 33 monoplaces qui vont faire partie de cette épreuve. Il devrait y avoir 36 voitures là, qui devraient être en place pour la qualification. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu ça. Je
peux vous le dire, là, c'est très intéressant de voir ça, surtout dans une année difficile comme qu'on l'a connu la saison dernière, en 2020, puis même cette année. C'est une bonne chose d'avoir 36 monoplaces qui vont pouvoir se faire la bataille là, pour les 33 places disponibles. Parce qu'on le sait, on l'a déjà vu, James Hinchcliffe là, être incapable de se qualifier avec sa voiture Darrow. Dans ce temps-là, c'était Schmidt-Peterson Motorsport. Incapable, malgré à temps plein dans la série, ne court pas la course à Indianapolis parce qu'il a été bumpé, si on veut, par une monoplace à l'extérieur des pilotes qui courent à temps plein. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui est spécial à Indianapolis. On va espérer que ça n'arrive pas pour les pilotes qui mettent beaucoup d'énergie à temps plein dans la course. Cédric, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. On se reparle prochainement dans cette semaine aux courses. Un gros merci, Anthony, et bonne soirée à vous à l'émission.